Bienvenue à tous sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons voir le top 5 des erreurs en immobilier. Donc la première erreur, c'est la principale, c'est l'emplacement. Donc l'emplacement désigne à la fois la ville, le quartier et l'appartement, donc le bien en soi. Donc la ville, il faut choisir une ville attractive, donc une ville où la demande est supérieure à l'offre ou au moins égale. Sinon, vous aurez du mal à le louer. Faut mieux pas choisir des départements comme l'Allier par exemple ou la Creuse, où vous aurez vraiment du mal à le louer ensuite. Le quartier, il faut faire gaffe au type de population, donc à ce qu'elle ne soit pas trop non plus populaire. Donc vérifier le taux de chômage, s'il est important ou non. Moi, quand j'avais fait des prospections dans une certaine ville, il y avait un quartier où le taux de chômage était supérieur à 30%, donc il y avait beaucoup de dégradation, etc. Donc voilà, il faut aussi faire attention si votre stratégie est étudiante, donc de louer votre appartement à des étudiants, que le quartier ne soit pas loin des universités évidemment. Attention à la délinquance, au type de population, etc. Donc se renseigner sur les quartiers à éviter en priorité. Et ensuite on a l'appartement. Donc l'appartement, il faut faire attention. S'il est au rez-de-chaussée, il faut prendre en compte une décote. Donc une décote par rapport à un appartement qui serait situé au premier ou deuxième, voire au troisième étage. Une décote de 10 à 15%. Donc voilà. Et éviter les immeubles s'ils n'ont pas d'ascenseur. Éviter ceux qui sont supérieurs au troisième étage. Troisième étage, c'est vraiment la limite. Moi, je pense que premier, deuxième étage, c'est top. Troisième, ça reste convenable. Mais ensuite, voilà. Il y a également une décote à prendre en compte. Voilà, et ouais, tout ce qui est appartement situé au 5 ou 6e étage sans ascenseur, il faut surtout pas les acheter, même s'il y a une bonne décote, ça va être très compliqué de les louer. Et le prix de la location sera bien diminué. Voilà pour ça. Également pour le DPE, donc si votre appartement est situé au rez-de-chaussée, donc il y aura souvent les caves en dessous, donc attention à ce qu'ils soient bien isolés. Également pour les appartements qui sont situés au dernier étage, ils sont souvent sous les toits, donc pareil, attention à ce qu'ils ne soient pas mansardés et voir s'il y a une isolation directement sous les toits. Également, est-ce qu'ils donnent sur rue, sur cour fermée, sur une place, sur la mer, etc. Est-ce qu'il y a un cadre très atypique qui pourrait permettre une plus-value? On a aussi l'orientation qui est très importante, donc s'il est au nord, c'est défavorable. Et contrairement à ça, s'il est au sud, c'est très favorable. C'est favorable pour la luminosité et également la chaleur. Donc un livre, donc c'est le premier livre que j'ai lu sur l'immobilier. C'est le livre le plus... je crois que c'est un best-seller d'ailleurs. C'est encore un best-seller sur Amazon. Donc c'est un livre de Julien de La Grandane, un excellent livre qu'on pourrait compléter avec celui de Daniel Vu. Mais voilà, pour commencer, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Donc ce livre exposera une méthode pas à pas pour investir de façon intelligente dans l'investissement locatif. Il exposera entre autres les concepts spécifiques aux investisseurs intelligents qu'oublient souvent les investisseurs trop amateurs, les astuces à connaître et les pièges à éviter, un guide pas à pas pour passer à la pratique, l'optimisation de la fiscalité, l'analyse de différentes stratégies d'investissement, plus d'une vingtaine d'exemples de situations réellement vécues par l'auteur. Et voilà, il avait cité à la fin de son livre « Je préfère quelque chose de sûr dont je profite maintenant », donc un cash flow positif, à quelque chose d'hypothétique dans 20 ans, une éventuelle plus-value à la revente. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas prédire, c'est comme en bourse, on ne peut pas prédire si le marché va être haussier dans 20 ans, même si le marché sur le long terme normalement augmente, on ne peut pas prédire ça. Alors que si on a une entreprise, si on a un appartement qui dégage un cash flow positif, donc un bénéfice mensuel, après déduction de toutes les charges déductibles, et ça peut être intéressant. Voilà, c'est ce qu'on recherche avant tout. Voilà, un livre qui est
à compléter également avec 77 exercices pratiques de ce même auteur. En deuxième erreur, on a sous-estimé sa stratégie fiscale et les normes en vigueur. Donc beaucoup de conseillers patrimoniaux même nous disent de faire du Pinel. Bon, c'est surtout pour les personnes qui ont de forts revenus, donc qui payent beaucoup d'impôts. On leur demande de faire du Pinel pour défiscaliser. Donc c'est de l'achat en fait, de l'achat d'appartements en neuf ou de l'achat d'immeubles en neuf via des promoteurs. Le problème c'est que les prix en fait, malgré cette défiscalisation qui vous permet de faire une petite économie, les prix sont bien surévalués. Donc vous les achetez peut-être 20 à 30% plus cher. Et même avec la défiscalisation, ce n'est pas intéressant. Faire du meublé à un endroit non propice, donc à la campagne par exemple, alors que c'est une stratégie qui est surtout pour les étudiants ou les jeunes actifs. Attention aux villes qui sont encadrées par les loyers, comme Toulouse, Lyon, Paris, etc. Il y a d'autant plus de villes aujourd'hui. Attention à ce que la copropriété ou la ville n'interdise pas la location courte durée. Pareil, c'est quelque chose qui est de moins en moins bien vu. Donc voilà, il y a de plus en plus d'interdictions par rapport à ça aussi. Attention au DPE avec l'interdiction de louer si considéré comme une passoire thermique. Donc nous verrons après l'échéancier qui est prévu pour ces DPE. Attention si le quartier a un projet de réhabilitation par la ville. Donc la ville en fait elle peut demander, elle a un droit de préemption urbain renforcé. Et si le projet de la ville est de le réhabiliter, donc c'est souvent par quartier, elle peut décider de le racheter avant vous. Donc en fait, vous, lorsque vous aurez réalisé, comme moi ça m'est déjà arrivé en fait, donc je peux en parler, lorsque vous aurez signé votre compromis ou votre promesse de vente, la ville, elle a un délai, je crois, de 1 ou 2 mois pour préempter en fait. Et vous aurez engagé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et du coup aussi beaucoup d'argent. Et tous ces frais, le problème c'est que tous ces frais ne sont pas remboursés. Donc moi j'avais fait un acompte au notaire. Il m'a remboursé quasiment l'intégralité, mais il y a quand même 500 € de tout ce qui est frais administratifs, tout ce qui est lié un petit peu aux publicités, etc. À tout ce qui va être légal en fait, qui ne seront pas remboursés. Parce que les notaires ont payé ça de leur poche, donc au final c'est l'acquéreur qui va payer ça. Donc voilà pour ça. Ouais, voilà, donc c'est beaucoup de temps déjà à trouver le bien, ensuite à négocier avec le vendeur au niveau du prix, avec la banque, essayer d'avoir le taux le plus intéressant, etc., calculer la rentabilité pour ce bien. Donc voilà, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc l'encadrement plus le plafonnement des loyers, donc attention selon les villes, donc il faut différencier l'encadrement du plafonnement. L'encadrement des loyers limite la hausse des loyers en zone tendue. En effet, il n'est en vigueur que dans les zones tendues, c'est-à-dire les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Seuls les logements loués, meublés ou vides à titre de résidence principale du locataire sont concernés. Le plafonnement des loyers à Paris, Lille, Lyon, etc. Le plafonnement des loyers complète le dispositif d'encadrement des loyers. Dans ces villes, le montant du loyer ne peut dépasser un certain montant au mètre carré, appelé le loyer de référence majoré. Ce loyer est propre à chaque type de logement et à chaque quartier. C'est la loi Elan du 25 novembre 2018 qui a permis aux communes situées en zone tendue de mettre en place un plafonnement des loyers. Voilà. Ainsi, Paris a été la première ville à mettre en place ceci, et s'en est suivi Lille et bien d'autres villes ensuite. Donc voici l'échéancier du DPE, donc les dates clés à retenir pour le logement. Donc que ce soit pour la mise en location ou la vente. Donc ce qui est à retenir, c'est vraiment 2020. Bon, on va parler des locations.
C'est vraiment 2025, 2028 et 2033, avec des interdictions progressives pour les logements classés G, ensuite F et ensuite E. Et en 2050, voilà, une nouvelle interdiction pour toutes les lettres qui seront supérieures à B. Donc là, j'y crois très moyennement, comme ça veut dire qu'en fait, il faudrait que tous les logements soient remis à neuf. Donc j'y crois pas du tout. Ensuite, en troisième erreur, on a... Ah oui, et juste pour information, pour les personnes qui ont une mauvaise note, donc pour toutes les personnes qui ont une passoire thermique et qui seraient intéressées par des solutions d'amélioration, ils peuvent rejoindre le groupe Facebook Tout sur le DPE, il y a des solutions, qui a été créé par Pascal Claire, qui est, il me semble, un des premiers, voire le premier diagnostiqueur en France, ou à avoir réalisé le premier diagnostic. Voilà, en troisième erreur, on a les charges élevées. Donc si vous avez un IDR, donc un immeuble de rapport, c'est top car vous gérez tout seul avec le moins d'intermédiaires possible. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quoi déléguer exactement. Pour la taxe foncière, ça reste négligeable car on n'a pas vraiment la possibilité de choisir. Pour les charges de copro, évitez les ascenseurs et le chauffage collectif. Donc le chauffage collectif, oui, le chauffage, vous allez payer une grosse somme, mais ensuite vous allez pouvoir le facturer à votre locataire. Mais bon, c'est quand même une chaudière qui coûte très très cher et vous êtes dépendant en fait des autres propriétaires, des autres copropriétaires. Donc c'est pas quelque chose de bien. Et l'ascenseur, c'est quelque chose vraiment à éviter parce que c'est quelque chose qui représente une bonne partie des frais de copropriété. Évitez les résidences de service avec un bail commercial. Donc vous allez peut-être voir des appartements qui sont très peu chers. Pas très loin de Saint-Étienne, par exemple, moi j'ai vu des appartements dans des résidences étudiantes qui étaient à entre 15 et 20 000 euros. Et je me suis dit, très bonne affaire. Normalement, en plus, on vous promet des loyers qui vont tomber pendant tant de mois, à tel prix, donc bonne rentabilité. Et en plus, on délègue complètement, donc gros gain de temps. Mais au final, c'est beaucoup de mensonges. Donc voilà, évitez ces résidences étudiantes, EHPAD, les résidences de tourisme, et les résidences d'affaires, etc. Parce que le loyer, souvent, il n'est pas garanti. Contrairement à ce qui est dit, l'exploiteur, il peut demander à réviser le bail en cours de bail ou également après le bail. Donc en fait, c'est des baux commerciaux, souvent de 9 ans. Et après ces 9 ans, l'exploiteur peut demander à réviser le bail, souvent avec des réductions de loyer de moins 30, voire moins 40%. Donc c'est énorme. Donc c'est pour ça que la plupart des gens qui ont investi là-dedans, pensant que c'était une bonne affaire, ne réalisent au final même pas de plus-value à la revente, malgré les prix bas, mais surtout même pas de cash flow. L'exploitant peut faire faillite également, et le repreneur peut baisser le loyer. Également, il y a des charges élevées. Donc pour tout ce qui est EHPAD, en plus, il y a beaucoup de... le chauffage, beaucoup de charges liées au chauffage. Tout ce qui est résidence de tourisme et d'affaires, il y a beaucoup de travaux parce que le turnover est important. Donc voilà. Il y a très rarement de plus-value à la revente. Voilà. En quatrième, on a sous-estimé les travaux. Donc lisez bien les derniers rapports d'Assemblée Générale. Donc à demander absolument au vendeur avant de lui faire une offre. Et dans ces rapports d'Assemblée Générale, au moins demandez les 2 derniers rapports. Normalement, il y a des travaux qui sont prévisionnels et qui vont être votés. Et donc, à voir s'ils ont une grosse importance et si de gros frais sont prévus. Vous pourriez avoir affaire à d'énormes dépenses. Les plus courants sont les ravalements de façade, les cages d'escalier, des problèmes de structuration, etc. Faites éventuellement venir des professionnels pour estimer les travaux à réaliser. Donc si vous n'avez pas de connaissances particulières dans ce domaine, c'est mieux de passer par un professionnel qui pourra même se déplacer, voire gratuitement, pour faire des devis. Si les taux sont bas, profitez de l'effet de levier et n'hésitez pas à emprunter via une enveloppe travaux. Donc surtout dans l'ancien, souvent on peut demander sans vraiment de soucis une enveloppe travaux à son banquier.
qui vous débloquera les fonds par contre seulement sur facture. Si le bien est une passoire thermique, voir si possibilité de faire les travaux, donc demander l'accord de la copropriété plus de l'urbanisme. Isolation par l'extérieur, pompe à chaleur. Donc c'est également mon cas. Moi j'avais acheté avec un TPE vierge, mais j'imagine que vu que l'appartement est ancien et pas très bien isolé non plus, il va falloir que je m'intéresse aux solutions d'isolation. Donc j'ai déjà demandé à la copropriété si une pompe à chaleur ne les dérangeait pas, si ce n'était pas interdit. Et donc j'ai aucun souci là-dessus. Par contre ensuite il faut également demander à l'urbanisme, comme la pompe à chaleur du coup elle est située dehors, donc elle pourrait gêner en soi l'urbanisme. Donc attention, comme si ça c'est pas possible et que vous êtes classé G, vous pouvez isoler l'intérieur, vous pouvez mettre une VMC, etc. etc. Vous aurez jamais un appartement classé D. Et en dernière erreur, on a acheté trop cher. Donc comme en bourse ou dans d'autres secteurs, la plus-value se fait à l'achat. Toujours se préparer à faire une offre dès la première visite s'il y a vraiment un bien exceptionnel qui a un prix très très bas. On ne peut pas prévoir une chute ou une hausse de marché, mais si l'on a acheté au pic, il faudra potentiellement des dizaines d'années avant de pouvoir retrouver sa mise de départ. Sans oublier que les frais de notaire qui s'amortissent en général sur 7 ans, donc votre premier achat immobilier pourrait être très bien votre dernier. Ok, donc voilà. Par exemple, j'avais fait une étude donc, dans une ville qui est entre Saint-Étienne et Lyon, donc Saint-Chamond. Et beaucoup de vendeurs en fait avaient acheté des biens en 2012-2011 et pendant 20 ans en fait. Pas pendant 20 ans, mais pendant 10-15 ans, les prix ont chuté et ils n'ont jamais pu revendre à leur prix de départ. Là, on peut le voir par exemple en 2011. Donc là, c'est une étude qui a été faite sur la France. Donc en 2011, si on se situe sur les appartements plutôt, donc on est à 10%. Et en fait, les prix sont jamais remontés aussi haut. Même jusqu'en 2022, donc c'est assez fou. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au prix d'achat à la base et ne pas estimer, ne pas vouloir faire une plus-value à la revente, sauf si on réalise des travaux évidemment, si c'est l'objectif de base, mais également privilégier le cash flow. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si des personnes sont intéressées par l'optimisation de leur fiscalité, n'hésitez pas, j'ai fait un Excel là-dessus. Donc qui compare le micro-BIC et le BIC réel, donc c'est pour toutes les personnes qui sont en LMNP plutôt. Après il y a d'autres spécificités, donc ça rentrera pas en compte. Donc avec l'ensemble des charges déductibles. Voilà, ensuite, donc on a toutes les charges déductibles ici. Ensuite, tout ce qui va être amortissement déductible, donc avec un amortissement par composant, donc avec la partie structurelle, la partie non structurelle, selon plusieurs catégories, donc terrain, gros œuvre, façade, etc. On a des calculs on a un onglet pour le calcul de votre rentabilité, donc ça c'est intéressant de le faire avant d'acheter un bien, de faire 3 types d'études, donc une situation où vous êtes optimiste, une situation où vous êtes réaliste, et une situation où vous êtes pessimiste. Il y a également l'onglet pour tout ce qui va être plus ou moins value, donc ça va être à la revente. Donc c'est toujours très très intéressant à utiliser. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées, vous pouvez me contacter par mail. Donc mon adresse mail sera en description. Et n'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire.